Bonjour à tous et bienvenue dans Cinefuzz. Cinefuzz placé sous le Salut à tous. sous l'angle du film noir, du film policier, puisqu'on va parler de Shane Black, donc le scénariste et le réalisateur. Pourquoi à l'occasion de la sortie de Nice film Guys, de buddy quoi. c'est ça, buddy movie à fond, et ça va être intéressant parce que du coup on va essayer de voir un peu comment un scénariste qui était un scénariste star dans les années 80 et 90 est devenu un réalisateur, on va dire, très aimé, en tout cas, qui représente une certaine idée du cinéma comme on n'en fait plus. Le retour du Phénix. Réalisateur très aimé, ouais, on va en reparler. D'une certaine partie, en tout cas. Quand le mec il fait Iron Man 3, il y a Ouais, mais ça, c'est pas pareil. Ouais, mais ça, c'est intéressant. Bon, bref. Alors, donc, peut-être la première chose qu'on peut dire, c'est comment vous avez rencontré Shane Black. Je l'ai vu il y a 2 jours. Non, alors je pense qu'en fait Shane Black, je pense qu'on le connaît. C'est Black ou Black déjà c'est Shane Black. On le connaît on le connaît depuis toujours, mais sans le savoir en fait. C'est-à-dire quand tu regardais L'Arme Fatale 1 et 2, tu savais pas forcément qui avait écrit le script. Alors déjà, t'étais content de dire oh j'ai vu du Richard Donner, ce mec voilà. a fait Superman. C'est ça. Et en fait compte, tu te rends compte que t'as des films que tu aimes et qu'il y a un scénariste commun des fois. Tu regardes L'Arme Fatale 1, tu regardes Last Action Hero, tu regardes Le Dernier Samaritain et tu te rends compte que c'est le même mec qui a écrit ces films-là, donc des films qui t'ont durablement marqué malgré des points de vue de réalisateurs différents. Il y a quand même des composantes communes, que ce soit dans la structure, dans les vannes, dans la caractéristique des persos, le regard sur le genre, qui est toujours une variation un petit peu à la fois très noire et en même temps très ironique sur le genre, avec un petit côté pulp. Voilà. Et c'est marrant de voir comment, à chaque fois, une structure entre guillemets commune peut avoir des formes différentes selon les histoires et selon les cinéastes qui chopent les scénarios en fait. Disons qu'il a participé à cet engouement qu'on a eu dans les années 80 pour les héros hollywoodiens surtout, c'est-à-dire que c'est ce qui manque cruellement aujourd'hui, c'est le héros fun, le mec qui est dans l'action, qui fait des petites blagues, enfin, le mec super fun, le Indiana Jones, etc. Enfin, ces mecs comme ça qu'on aimerait voir de plus en plus, et on en a un petit peu quand même, on sent que c'est du forcé, Chris Pratt dans Jurassic Park et compagnie, tout ça c'est pas encore le charme de l'époque, mais il a participé. T'as été chercher. Non, si, parce que Chris Pratt, c'est exactement le personnage qu'ils essayent de refaire des années 80. Ouais, je trouve. sûr, le mec un peu baraqué, cool, fun et dans l'action à donf. Et je pense que Shane Black, c'était vraiment. Black. Shane Black. D'accord. C'était vraiment son fer de lance. Ouais. Et du coup, quand tu vois tous ces films, et il a eu la chance que ça soit à chaque fois des grosses productions et à chaque fois des personnages qui ne trahissent pas son propos, qui sont aussi fun que tragiques et en même temps dans l'action. C'était un mec qui a eu quand même, c'était un peu le golden boy du scénario, puisqu'il avait vendu son premier scénario à, je crois, il avait 22 ans, je crois. 22 ans, ouais, voilà, le mec, L'Arme Fatale sort, lui, il a 25-26 ans, quoi. Tu te dis, le mec, c'est quand même assez dingue. Et le film devient un monument. C'est ça. Et du coup, quand les problèmes arrivent sur le deuxième, en fait, puisqu'il écrit le deuxième, sauf que il y a des modifications de scénario, puisque lui avait écrit son truc pour être un diptyque. Normalement, Riggs devait crever à la fin, Mel Gibson devait mourir. Et non, on peut pas le tuer, machin, on sait jamais et tout. Mais ils ont refusé son scénario. Voilà. Et du coup, ils ont fait des réécritures scénario, ce qui explique ensuite à partir du 3e et du 4e, qui sont moi. Moi j'adore le 4. Mais tu sais, même le 3 j'aime, mais c'est extrêmement léger, c'est light quoi. Ouais, grave. On continue les relations entre personnages, mais tu pars pas dans les monuments de ténèbres qui étaient le premier à coup de séquences de torture, de nudité. Au contraire, là ça tombe dans le piège de la facilité de l'humour. Voilà. On fait que de la légèreté. On va peut-être restructurer, on va faire historique, ça sera plus simple. D'accord. Donc du coup, on va dire, Shane Black, il est au début. Black. Ah merde, putain, tu vas avoir. Par mon propre jeu. C'est fou. Et donc il a commencé à écrire, je crois que c'est Monster Squad, son premier. Ouais, il a été sur Monster Squad aussi. Donc Monster Squad c'est coécrit, c'est pas. Avec Fred Decker qui était un scénariste réalisateur qui est son gros pote en fait. Donc c'est peut-être déjà un peu le début du méta qu'on va avoir du côté parce que évidemment il va faire la Station Hero après. Je pense que on peut voir des choses qu'il va faire, mais effectivement comme on a dit, il a écrit un scénario avant L'Arme Fatale qui a été acheté mais qui n'a jamais été fait, je crois. Et c'est ensuite le scénario de L'Arme Fatale qui a cartonné, où il a bien vendu. C'est aussi le début de sa collaboration avec Joel Silver, donc le producteur de L'Arme Fatale évidemment, et de quasiment tous les films de Shane Black.
jusqu'à maintenant. Même Nice Guys est produit par Joel Silver. Ce qui est génial parce que c'est un peu aussi. Joel Silver, c'est aussi un mec qui a eu une grosse période du désert, alors que c'était le roi des producteurs dans les années 80-90, même 2000, puisque c'est aussi lui qui a produit les Matrix. Et puis ensuite, qui a été un peu lâché par Warner, alors avec qui il avait toujours été en relation. L'année 87, ça a été vraiment l'année pour Shane Black, puisqu'effectivement, Suicide Squad qui sort, excusez-moi, Monster Squad qui sort, L'Arme Fatale qui sort, et il se fend quand même d'un petit rôle dans Predator, puisqu'il joue le rôle de Hawkins, le mec avec lunettes, et il a fait un petit peu de petite réécriture. Oui, on l'a pas dit, mais c'est un acteur aussi. Voilà, il fait un petit peu de screenwriting sur Predator aussi, il a retouché pas mal de trucs. Je crois qu'il a pas mal retouché ses dialogues. Ouais, tout à fait. Il y a quelques vannes qu'on repense dans Predator, qu'on pense qu'ils sont de lui. Quoi. Exactement. Et donc, alors, du coup, on va pouvoir parler de L'Arme Fatale. Il n'a pas été script doctor aussi, lui autre que sur je pense qu'il a dû retoucher des trucs. Oui. Mais ça, c'est pas des choses qu'ils avouent forcément. Ouais, voilà, c'est bien sûr. C'est normal. Ça, Joss Whedon, c'est dans le contrat, quoi. Joss Whedon a été script doctor pendant 10 ans avant d'avoir ses scénarios. scénarios. Syndicat de scénaristes aussi. C'est des choses qu'ils n'avouent pas trop, surtout qu'en plus ils le font pour l'argent, donc ils suivent un peu les directives des prods. Après, en même temps, son style a tellement été repris ensuite qu'on peut se dire qu'effectivement il y avait Black dedans, quoi. Bien sûr. Alors, justement, donc L'Arme Fatale, le premier film, c'est un film devenu quasiment un cliché en soi maintenant, puisque c'est quasiment le film qui a construit le buddy movie moderne. Le buddy movie moderne. Déjà, le début est excellent. Et je parle du début parce que d'une certaine manière, Shane Black, dans ses réalisations, après, va plus ou moins faire toujours des références à ses films d'avant. Et je trouve que le début, notamment de Nice Guys, de Nice Guys ressemble beaucoup au début de L'Arme Fatale. Une femme à poil, seins nus, qui meurt. Los Angeles la nuit. Los Angeles la nuit, et la skyline, et puis une iconisation totale. Une chanson un peu connue. Donc là, c'est une femme nue qui saute dans... Là, on est dans Bad Boys. Là, c'est vrai que tu dis, putain, je l'ai vu dans Bad Boys, je l'ai vu dans tous les épisodes des Dessous de Palm Beach. Oui, mais c'est lui. Je me rappelle de cette série de merde. Est-ce que ça va être dans la formidable série qui s'annonce à la rentrée? Alors ça, on en parlera peut-être après, mais effectivement, c'est assez ironique de voir ça, surtout vu les acteurs. Non, mais du coup, voilà. Et donc ça, c'est vraiment l'entrée en matière du mec. Cette entrée en matière d'une femme à poil qui se balance d'un immeuble, je trouve que c'est une signature, quoi. Voilà, bam. Et donc après, on commence à suivre ces persos. Donc Mel Gibson, qui est un suicidaire, enfin quelqu'un qui a des envies de suicide, qui se met un gun dans la bouche tout le temps. Et Danny Glover, qui lui est le bon père de famille, qui veut prendre bientôt sa retraite d'ici quelques années. Donc on est dans les clichés purs qu'on va alors les clichés, on n'est pas non plus dans au début good guy, bad guy, tu vois. C'est pas vraiment ça. Non, c'est le fou et le sérieux. C'est ça. Et moi j'ai toujours eu l'impression que quand tu regardais L'Arme Fatale, tu disais toujours Mel Gibson, c'est le mec que tu voudrais être. Et finalement, si tu deviendras Danny Glover, parce que concrètement, c'est un peu ça. Je fais une parenthèse, vous avez vu Chien enragé de Kurosawa, c'est vraiment la même chose. C'est quand même le jeune flic complètement paumé qui passe du temps avec la famille de son partenaire plus âgé. Quoi. C'est vrai. Je me suis toujours demandé s'il n'avait pas vu ça. C'est vrai que la parentèle est plutôt dingue. Le film est intéressant parce qu'il y a une intrigue principale, mais qui n'est pas vraiment ultra passionnante. Enfin, c'est pas le cœur du film. En fait, au 2 où ça sera plus important. Les persos ils bouffent tellement cette intrigue que finalement on va se concentrer. Et finalement tu te rappelles de plein de petits moments. Il y a toute une partie où en fait ils sont en ride de flics dans Los Angeles. Avec les mêmes acteurs, tu n'auras pas eu le même film. Enfin, sans les mêmes acteurs, tu n'auras pas eu le même film. Il y a un mec qui veut se suicider, donc c'est une intrigue totalement secondaire par rapport à l'histoire, mais c'est une partie super importante. C'est-à-dire que tu as un petit moment quasiment série télé, quoi, où tu les vois dans leur journée de. Parce que là, on est comme Dirty Harry. On est encore dans l'exposition, dans cette scène-là, c'est justement la première mission qu'ils ont en commun. Et il comprend que le mec veut vraiment se suicider. Voilà, il pense que c'est un Charlot. Voilà, exactement. Il pense que c'est que du flan et en fait non, le gars il est vraiment entier. Charlot, expression des années 70, je préfère le justifier, je suis au courant. Non, mais et effectivement, bon, le film est devenu iconique, mais c'est marrant. Dès que Mel Gibson sort, il sort à poil dans sa caravane, il pisse, il prend une clope ou il boit. Et... Mais déjà, tu vois, tu dis ok, là on a déjà un mec, on est déjà dans le pulp, on est dans le roman noir. Mais le mec il est destroy, mais en même temps c'est le flic fantasmé, tu vois.
Il est vraiment parfait. C'est pas le James Caan, c'est pas. Là, c'est vraiment le mec qui est sculpté. Ah bah oui, nickel, qui c'est est un tout beau gars, fin, c'est qui est- australien quoi. Ouais, voilà. D'ailleurs, tous les films de Shane Black sont écrits ou réalisés sont quasiment des films de hard boiled. Hormis, et non, même les Station Hero, j'aurais tendance à dire que ça l'est un peu. Puisqu'il y a quand même aussi un côté un peu dépressif. C'est-à-dire qu'on est sur les persos dépressifs. Lui il raconte que quand il a écrit le premier Arme Fatale, il était un peu dans une phase de dépression. C'est un type qui vit un peu comme ses personnages, c'est-à-dire beaucoup d'alcool, beaucoup de délire, drogue, et c'est aussi, de drogue, et c'est un fan de pulp aussi. Donc c'est un type qui se... Excusez-moi, qui je vais reprendre. Voilà, Excusez-moi. De drogue aussi. c'est quand t'as éternué qu'on a dit rail de coq. Et moi, je veux pas dénoncer personne, mais il y a quand même... Moi, j'étais détective. Sucre en poudre. Ouais. Non, oui, effectivement. Et non, mais le personnage de Danny Glover, c'est forcément le personnage qu'on va parler le moins parce que c'est pas le charismatique, mais finalement c'est lui qui est un peu l'âme du film et qui est un peu parce qu'on a oublié de dire que le film se passe à Noël, ce qui est un truc qui va arriver dans quasiment 90% des films de Shane Black. Ouais. Et il y a une raison qui est pas qu'il kiffe Noël, mais c'est que Noël c'est un peu le côté un peu festif où on rassemble les gens, et c'est aussi un truc super dépressif. Ouais. Oui, pour parce les que tout le monde doit être heureux, quoi. Et c'est un peu horrible. Et effectivement, ça. Et puis il n'y a rien de plus fun entre guillemets que de dynamiter la fête de Noël. Oui, en plus. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est un truc qui te met en décalage. Ça va avec le personnage de Gibson, c'est-à-dire que. Ouais, Riggs. Quand vous allez voir l'Arme Fatale, vous dites « Oh, je vais me prendre ma dose de fun ». Mais quand vous revoyez le premier l'Arme Fatale, il est lourd comme Ah ouais, c'est un film pesant. Hein. Et puis même Gibson dans son jeu, dans le surjeu même, toujours tremblant, il est complètement... Il le fait un petit peu dans le 2 et après dans le 3, le 4. Ouais, c'est terminé. L'aspect noir. Mais ça, c'est un des gros problèmes, notamment du 4. C'est qu'ils sont tombés dans le piège. Riggs, il devient comme son partenaire à la fin, en vieillissant. Ah bah dans le 4 qui est plus écrit par Black, tu as une heure où tu n'as pas d'intrigue. C'est une heure où tu les vois, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Oui, c'est un regroupement de potes. Ils déambulent comme ça dans les couloirs du commissariat, comment tu vas, machin, à ta famille. Français, quoi. Ouais, mais c'est passé avec des scènes. Non, avec mais les ça Chinois, marche quand même par oui. contre, parce que t'es quand même fasciné de revoir ces persos. Les persos. Moi, je bâcherai pas le 4. Ah non, c'est juste qu'il est vraiment en deçà j'adore. des deux J'aime bien premiers. le 4. Le 2 premiers, c'est presque un diptyque, même si Shane Black a été viré du deuxième. Sur la fin surtout. Donc oui, bon voilà, c'est un très bon. Moi, vraiment, je trouve ce film excellent. C'est vrai que c'est pas un film très. Quand tu le revois maintenant, c'est pas un film qui est super impressionnant. Je veux dire, en termes de course-poursuite, ou quoi. Parce que ce que t'attends sur un film de buddy movie d'action, finalement, c'est assez léger. Mais par contre, t'as les intrigues, t'as les contextes, t'as les séquences. Notamment cette idée que lui va théoriser quasiment, parce qu'il a fait un article en 2009 qui est super intéressant du Guardians où il énumère 10 moments clés d'un scénario de film d'action pour lui. Il y a des choses assez passionnantes, notamment quand il parle de l'effet de surprise. Il dit un film, ça doit toujours avoir des effets de surprise, des moments qu'on n'attend pas, des choses. Et il parle aussi de jeu avec les spectateurs. Il dit les spectateurs savent que quand il y a un interrogatoire, il y a une pause. Ils savent que quand il y a quand on est avec la famille, il y a une pause. Quand il y a une scène d'action, ça va monter en crescendo. On va dire que plutôt les pauses, la lancée d'action, la pause, la lancée d'action, l'alternance, c'est un rythme en fait. Il dit que l'action doit être en dents de scie. Oui, voilà. Et il dit c'est très important. Et il doit y avoir des surprises qui boostent un peu le spectateur. Ça. Et l'Arme Fatale, si tu le vois sous cet angle, ce n'est que ça. Par exemple, le premier, à un moment, Danny Glover dit à Mel Gibson, il faut que tu arrêtes d'essayer de tirer sur des gens et tout. J'ai pas envie de mourir et tout. Et ils vont interroger un mec et tu te dis, ils vont juste interroger un mec. Et ils appellent le mec qui doit venir. Et là, tu dis, ok, interrogatoire à côté de la piscine, film noir classique. Il y a toujours des interrogatoires et c'est classique. Sauf que là, le mec sort un gun, il shoot. Et Mel Gibson sort et il le bute. Et t'es choqué parce que tu t'attends pas à que ça arrive d'un coup là. Ce qui est marrant, c'est qu'une fois que tu connais Shane Black, tu commences à te dire. Dès qu'il y a un interrogatoire, je me dis là, il y a une chose sur laquelle ça pète. Il y a des automatismes, effectivement. C'est ça. Après, c'est au réalisateur de voir il joue changer ça. Mais... Le truc le plus connu, c'est qu'à un moment donné, il sort d'une bagnole, il doit aller interroger quelqu'un. Pareil, tu dis ça a été une interrogation. Et le moment où il monte dans le jardin, c'est pas du tout montré ou quoi que ce soit, la maison elle pète. Ouais. Et là, évidemment, c'est que des effets de surprise comme ça, des effets de manche un peu de Shane Black qui va réutiliser tout le temps et qui manie quand même très très bien. Il y a lui, et il y a d'ailleurs même lui-même dans l'article, cite le moment où dans Pulp Fiction où il y a la balle qui perce la tête du mec dans la bagnole avec. C'est un retournement très surprenant. Jackson, et voilà, c'est ça les surprises qu'il faut dans un film. Alors, tu vois, ça m'a un petit peu gêné dans The Nice Guy, que j'ai pourtant beaucoup aimé, mais j'ai vu les automatismes. Je me suis dit, tiens, il va se passer ça, il va se passer ci, etc. Que par contre, en revoyant L'Arme Fatale, je les ai trouvés un petit peu plus dilués.
Et c'est là que je me suis dit, c'est le réalisateur qui est important avec ce scénario. C'est ça, c'est ouais, que ouais. la sensibilité du réalisateur, elle va jouer sur un scénario. L'auteur aussi. Mais si le réalisateur c'est le même que le scénariste, comme bah, pour The Nice Guy, bah du coup. il y a plus de Mais dès qu'il y a complaisance. plus de délire aussi. On reviendra sur Nice Guys, mais effectivement, Nice Guys, ce que vous pouvez voir maintenant au cinéma, dès que vous voyez l'intro, vous vous y attendez, quoi. C'est-à-dire que au moment où il ouvre le bouquin pub avec la fille au gros sein, et que tu vois le plan derrière avec la vitre, si tu connais Shane Black, tu te dis il y a une chose sur deux, qu'il y a un truc qui se passe. Et la voiture explose, ça veut pas dire que c'est pas bien, parce que en même temps, un film n'est pas fait pour être vu après 10 autres films. Non, mais à c'est force, pas forcément... le mec devient une marque de fabrique à lui Oui, seul, en fait. mais c'est pas plus global. Quand tu lis des romans noirs, tu repères les c'est juste que ça atteint sur la surprise du spectateur. Avec l'âge, le spectateur devient plus complice que surpris. Avec l'âge, le mec a plus rien à prouver. Si tu veux, à un moment donné, il fait vraiment ce qui lui plaît. Ce qu'il kiffe aujourd'hui, c'est faire du pulp à fond, quoi. Son Nice Guy, c'est comme The Hardy Boys, là, les deux frères détectives qui font des enquêtes. On a l'impression qu'il a créé ces personnages-là dans The Nice Guy pour être juste des personnages de romans pulp qui peuvent vivre 70 aventures. Voilà, quoi. C'est peut-être pour ça qu'il voulait pas le faire tuer à la fin, Riggs, hein, parce qu'il disait ça peut faire une saga de taré, surtout à l'époque où les sagas. Lui, il voulait le tuer. Mais c'est pour ça que les studios ne voulaient pas, parce que c'est des personnages qui pourraient être immortels à la télé. C'est ça. Et aussi, il y a un côté beaucoup plus provocateur, évidemment. Shane Black n'est pas un mec politiquement correct, et ça aide, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a un peu disparu des écrans radars pendant quelques temps. C'est que, en fait, par exemple, il y a cette scène de fin qui est géniale où le mec où les flics, même Danny Glover qui est censé être le flic un peu plus sérieux, se disent ok, le mec va tabasser le méchant parce qu'il a tué un flic, et on laisse, et donc tous les flics se mettent autour et ils laissent Mel Gibson. Il y a un peu d'apocalypse dans cette scène. Dans le premier, cette scène est Gary Busset, c'est Gary Busset, il se bat contre Gary Busset. Ouais, je crois, je vois pas de. Gary Busset sous la pluie à la fin. Et ça, c'est une scène pareil qui est très marquante, et là, voilà, elle est pas impressionnante cette scène. Après, tu vas voir des movie. Non, mais je veux dire en termes de structure, des de climax final peut-être, la rigueur, mais maintenant t'attends des ouf, quoi. Mais comme c'est qu'un film de personnage, c'est un film de personnage, ça conclut vachement bien. Et puis scène de fin où à la fin Mel Gibson est accepté dans la famille, et t'as Danny Glover qui regarde Noël sur le jardin, sur le jardin de la famille. Il ferme la porte, il rebouge je sais plus quoi, un bout de sa porte, et là tu dis c'est parfait, quoi. C'est vraiment c'est vraiment une structure, c'est un modèle de scénario. C'est vrai. Du coup, il passe au 2, il écrit effectivement le scénario du 2 qui est refusé parce qu'il dit lui-même qu'il était allé trop loin. Même lui le reconnaît un peu maintenant. Il dit il dit qu'il était allé trop loin. Il s'en est beaucoup voulu parce qu'il disait voilà, j'avais ma chance, j'étais monté très haut, très vite. Et deuxième film, j'ai voulu en faire qu'à ma tête et j'ai été trop. Autodestructeur. J'étais autodestructeur, mais c'est comme ça qu'il est aussi. Et effectivement, par contre, c'est quand même lui qui a les meilleurs. C'est lui qui a vraiment installé l'intrigue. C'est-à-dire que. Les Afrikaners. Le film, le 2 est hallucinant. C'est peut-être même un de mes préférés, malgré que ça soit pas écrit par Shane Black. Pardon, il a écrit, mais il a été retouché, il a été. Non, en fait, il n'est pas crédité au scénario, il est à l'histoire. Avec l'histoire était vraiment différente. J'ai lu le. Il a quand même. Mais disons qu'il a l'intrigue, c'est-à-dire que c'est lui qui a décidé de mettre les Afrikaners. Effectivement, c'est un film qui est très bizarre parce que c'est un film qu'il faut remettre dans le contexte que c'était avant l'apartheid. Donc, du coup, les méchants sont des. Donc c'est des blancs d'Afrique du Sud, donc voilà, politiques, des Afrikaners, ultra racistes, évidemment qui vont se confronter à Danny Glover et au pays américain multiculturel qu'il représente, l'arme fatale. Là on est purement dans le cliché qu'on pourrait faire avec autant de naïveté maintenant. Ça fait quand même un film où les méchants sont vraiment très méchants, je veux dire, c'est vraiment des espèces d'ordures très... c'est surtout qu'ils ne sont pas sous l'autorité américaine. Ils ont l'immunité diplomatique. Exactement. Du coup, les flics, comment ils vont faire ? C'est ça qui est intéressant, c'est que là, ils ont vraiment un sommet à gravir pour pouvoir affronter ces gens-là. Et ça, du coup, ça relance les personnages. Littéralement, parce qu'ils sont dans une maison perchée. Effectivement. Non, le film est très bien, mais effectivement, il y a une deuxième partie beaucoup plus sombre dans le film. Mais oui, voilà, c'est quand même un film sombre. Le final. Déjà, l'histoire avec sa copine. La blondinette qui se fait tuer à la fin. Mignonne. Je vais les buter, je vais les machin. Non, mais ce final, le film est sombre. Le personnage de Riggs, il s'explique enfin, parce que. Étonnamment, dans le 1, en fait, il n'est pas expliqué ce personnage, ce qui est passé à sa femme. Il a perdu sa femme. Voilà, et c'est tout. Et du coup, là. je sais pas si c'est Shane Black.
Je pense pas. Je pense pas. Je pense que donc, dans le deuxième, il te justifie que le méchant africaner, en fait, c'est lui qui aurait tué sa femme dans l'accident de voiture du premier. Ça, on va dire un petit problème du film. Et là, tu dis ça, c'est un problème. Ça, c'est les origines historiques qu'on raccorde. Et ça, tu dis ça. Regarde, sinon le film. Après, il a donc l'histoire avec la fille de. Non, la fille qui va dans la publicité. Ah oui. La scène des chiottes. Enfin voilà, t'as plein de choses dans ce film. Et puis t'as Joe Pesci qui arrive déjà. Le film il est extrêmement dense. La scène des chiottes est excellente parce qu'en même temps t'as envie de te marrer et en même temps t'es dans un suspense de malade. Des tensions. Le mec, donc t'as Danny Glover qui est sur ses chiottes, il y a une bombe sur ses chiottes. Prêt à exploser. Et ça dure 10 minutes quasiment. C'est assez énorme. C'est un film qui est effectivement qui a une deuxième partie plus sombre où t'as le. Moi je me rappelle que ça m'avait marqué jeune de Mel Gibson qui se fait défoncer la gueule après que sa petite copine soit morte, etc. Il y a tout un truc assez marquant. Et effectivement, tu sens, mais c'est vrai que Shane Black disait que lui était allé beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une scène où toute la brigade, toute l'équipe de Danny Glover et de Mel Gibson se fait buter. Lui, il était allé assez loin, c'est-à-dire qu'il y a une fille dans cette équipe-là. Il y a un des policiers, c'est une femme, et apparemment elle se faisait torturer. Oui, tout à fait. Voilà, donc il y avait des trucs beaucoup plus violents. Et la scène de fin, ça se passait sur la montagne d'Hollywood, en fait, avec les logos, je crois que c'est ça. Et donc ça se passait en haut, pas dans un paquebot comme ils l'ont dit. Et en fait, Mel Gibson se faisait poignarder à mort en fait. Bon, mais par contre, il terminait ça. L'équipe se fait quand même décimer. Enfin, comme il explique dans son article, il faut des hauts et des bas. Et bah là, ils en ont quand même pour leur grade. Hein. Et t'as vu qu'il avait un projet quand même de l'Arme Fatale 5. Ouais. Il l'a écrit le truc. Il dit qu'il a écrit 18 pages de synopsis. Un traitement et effectivement qui a été refusé par Mel Gibson en fait, qui voulait pas faire sans Danny Glover parce que Joel Silver et sans Richard Donner. Sans Richard Donner pardon, parce qu'en fait c'est Joel Silver et Richard Donner qui sont en froid. D'accord. Et donc du coup Mel Gibson est fidèle à Richard Donner. Voilà, Shane Black voulait réaliser carrément l'Arme Fatale 5 quoi. Et du coup, ils ont créé ce traitement et Mel Gibson a refusé à l'époque parce que c'était encore une époque où Mel Gibson n'était pas encore pestiféré comme il y a eu après. C'était avant entre deux moments de Mel Gibson, bizarre. Oui, donc du coup ce qui est intéressant, c'est que du coup, une fois qu'il sort de l'Arme Fatale 2 et qu'il du coup ne profite pas du succès, puisque finalement il s'est fait refuser son scénario, lui explique qu'il est quand même parti dans une période trouble. Il a mis 2 ans à écrire, il a mis du temps, il a écrit donc Le Dernier Samaritain. Et Le Dernier Samaritain vient de cette frustration. Il disait aussi que c'était à un moment donné où il s'était fait, je crois, il s'est fait larguer par sa copine ou tout un truc comme ça. Ce film aussi est dépressif. Du coup, là, je pense que c'est le film le plus dépressif de Shane Black, c'est celui-là. C'est-à-dire que là, on atteint le niveau. Et je pense mais parce que là, t'es que sur un personnage. Oui, mais c'est. Le Dernier Samaritain raconte l'histoire d'un mec qui est arrivé tout en haut et qui est retombé. Et en retombant, a perdu sa femme, son propre amour-propre, etc. Donc on est dans le hard-boiled total. Mais en fait, c'est Shane Black, quoi. Enfin, c'est à ce moment-là, c'est comme ça qu'il se ressent. Et c'est comme ça qu'il l'écrit d'ailleurs. Mais du coup, ça fait un film, c'est pas mon préféré, loin de là, de Shane Black. Ni de Tony Scott. Alors c'est réalisé par Tony Scott. Ouais, c'est réalisé par Tony Scott, ouais. Et c'est d'ailleurs loin d'être mon préféré de Tony Scott aussi. Avec de la fumée et du bleu. Mais oui, bon, ça c'est l'époque. Mais voilà, je trouve que ce qui est intéressant dans l'Arme Fatale, c'est de contrebalancer ce personnage. Là, c'est une femme qui va plutôt essayer d'adoucir un peu le personnage. Et je trouve pas ça naturel. Je trouve que ça fait plus des automatismes obligé à Hollywood alors le Dernier Samaritain qu'une canalisation intéressante. Moi j'avoue j'étais assez impressionné la première fois que je l'ai vu, mais je l'ai revu là pour l'émission. Voilà, merci. Pour le show. Je compléterai toutes tes phrases. Oui, c'est ça. Et donc si tu te maries, je dirais oui. D'accord. J'ai hésité en fait. J'avais un peu peur de le revoir parce que je me rappelais qu'il était très lourd et très dur à mater quoi. Notamment parce que c'est sûrement un des films les plus sombres de Shane Black, mais c'est en plus un film qui est réalisé avec une lourdeur du fait du Los Angeles. T'as l'impression qu'il y a un orage qui va péter dans le film. Le film est lourd, le film est très sombre, l'image est très contrastée. Et effectivement, il utilise de la fumée, mais pas la fumée façon Hammer, il utilise de la fumée pour juste l'ambiance. Mais du coup, c'est la même fusée que le Predator. Mais ça, c'est super intéressant. C'est intéressant, mais du coup, ça rajoute du noir au noir plus du noir au noir. Voilà, du coup, ça donne c'est Tony Scott aussi. Quoi. Ouais, c'est Tony Scott. Mais c'est pour ça que la fille, elle apparaît comme un ange limite, et je trouve ça bizarre en fait. La fille, tu parles de sa fille à elle à elle. Bah, c'est la petite fille. De quelle fille la fille de Bruce Willis.
Oui, de la fille de Bruce Ouais, Willis, oui. ouais. Oui. Mais ça fait bizarre en fait. Mais c'est intéressant aussi parce que là, pareil, on retrouve ça dans Nice Guys. Nice Guys, Oui, exactement. Donc effectivement, là, juste pour revenir là-dessus, moi je trouve quand même, enfin, c'est peut-être un des meilleurs rôles de Bruce Willis dans le sens où c'est vraiment le Le mec personnage fatigué, là. autodestructeur à mort. Déjà, le film commence par une scène très bizarre de match de football où un mec, pour passer les gens, sort un gun et tue les mecs pour faire, et après se met une balle dans la tête. Ça, c'est le début du film. Et tu dis, ok, d'accord, donc ça a l'air d'être bien sombre ce film. Et après, on commence avec Bruce Willis qui est dans sa bagnole, il dort dans sa bagnole, et il y a des gosses qui le regardent, ils se marrent et ils lui mettent un rat mort sur la gueule parce que c'est le loc, quoi. Et donc le mec se lève avec son rat mort sur la gueule, il sort un flingue pour effrayer les gosses. Et tu dis, ok, il sort une clope, et là tu dis, ok, là on est vraiment hardboiled à mort, on est vraiment là, le côté dépressif, et tout de suite tu as un amour pour ce personnage en te disant, putain, le personnage de badass de malade, quoi. Il rentre chez lui, et là il découvre que sa femme la trompe avec son collègue détective, Ouais, c'est le détective. Ouais. qui est pas spécialement un beau gosse non plus. Non, Donc il y a un côté. Peut-être qu'il a une grosse non, ambition. Non, mais ça fait parce que du coup ça fait vraiment peur que la femme elle a voulu se taper son collègue pour le faire chier, quoi. Et du coup c'est du noir au noir, et là tu dis putain, le mec l'ego il a plus rien, il y a plus d'amour propre, c'est au chiotte, enfin c'est une catastrophe. Et le film commence comme ça. Ça devient de la blague après. Et après du coup il va s'associer avec, parce que sa voiture va péter, etc. Damon Wayans. Avec Damon Wayans, qui va sûrement un de ses meilleurs rôles, mais ça c'est normal. Qui joue dans la série L'Arme Fatale. Fatale. Qui va jouer qui joue le personnage de Danny Glover dans L'Arme Fatale, la série. Et là tu dis, oh là, est-ce qu'il y a un truc, enfin tu dis c'est. Mais Shane Black il est pas dans non, l'écriture. Hein. C'est juste qu'il a pas de carrière. Pas du tout. Et donc il joue un footballeur qui a eu des problèmes de drogue et qui du coup a tout perdu, et ils vont s'associer tous les deux, et il y a une enquête sous fond de corruption de football, etc. Putain, c'est un film, moi je l'ai revu, c'est quand même un sacré film. Il est quand même très drôle, c'est-à-dire que les dialogues, piscine, en fait les mecs se passent leur temps enfin Wayans et Willis passent certains à se faire des vannes, Je me rappelle. à mourir de rire, quoi. Et le film est d'une lourdeur, enfin c'est d'un pessimisme pas Il y possible. a Libéry dedans aussi. Oui, il y a Libéry aussi, qui joue la fille qui se fait tuer au début. Encore une fille en petite tenue qui se fait stripteaseuse. Je l'ai vu il y a peut-être, la dernière fois que je l'ai vu, il y a peut-être 10 ans. Ouais, à peu près, ouais. Et je devais avoir 20 ans, et je l'avais trouvé trop lourd, quoi. Et Mais je l'avais vraiment pas aimé quand j'étais ado, quand je l'avais Mais découvert. essaye de le revoir parce qu'il surtout les vannes sont super drôles. Enfin, De toute la manière. façon dont les mecs s'aiguisent ressemble beaucoup à l'histoire de Nice Guys, justement. Nice Guys, c'est un peu un mix entre L'Arme Fatale et Le Dernier Samaritain, mais réalisé par Shane Black. Ça change beaucoup de choses. Il y a notamment un moment donné où Bruce Willis, au début du film, se regarde et il se regarde dans le miroir de son rétro et il dit, en gros, t'es une merde, tu vaux rien, tu seras jamais heureux dans ta vie. Et ça, évidemment, tu le retrouves dans Nice Guys quand t'as, pareil, Ryan Gosling qui se réveille totalement après une nuit de beuverie et voit, tu ne seras jamais heureux. C'est ça. Et tu dis, putain, c'est vraiment, il reprend les choses. Et il reprend aussi le personnage de la petite fille qui est déjà dans Le Dernier Samaritain. Et dans qui est Iron la fille de Man Bruce Willis. Oui, alors il y a un, oui, voilà. Un petit peu, ouais. Et donc, Dans l'anomalie. et aussi dans le film de Nice Guys. Donc il y a quand même une récupération de ces thèmes qui vont être retenus. Honnêtement, c'est pas le meilleur Tony Scott dans le sens où Tony Scott est peut-être meilleur quand il y a des sujets un peu plus légers, du moins, ou un peu moins noir sur noir. Enfin là, ça fait deux personnes très sombres qui se collent l'une à l'autre, donc forcément. Mais le film est très drôle. Wayans, ça n'a jamais été meilleur. Et Bruce Willis a peut-être, franchement, c'est un de ses meilleurs rôles en termes de destruction de l'icône du personnage. C'est assez excellent, et notamment il y a des scènes totalement tarées, notamment une scène d'interrogatoire le long de la piscine, où là pareil tu commences à comprendre les mécanismes de Shane Black. Et Bruce Willis il se fait tabasser par un mec et il lui dit si tu me touches je te tue. Enfin, tu sais de base, et le mec lui allume la clope et essaye de le tabasser une deuxième fois. Et en fait Bruce Willis se lève et lui met un tout petit coup de poing et il le tue, mais en une blague. Et t'es surpris parce que tu dis mais
mais attends, il vient de tuer le mec en une seconde, mais après, et lui s'assoit, il dit, mais j'ai dit que j'allais le tuer. Ouais. Et là, tu dis, ok, et là, pareil, on est pareil sur le truc de structure, tu t'attends pas à ce que le mec meure en une fois. Quand quelqu'un dit, je vais te tuer, Et en même temps, tu restes fidèle à ton personnage. quand il y a un homme de main qui dit, je vais te tuer, et le héros dit, je vais te tuer, tu dis, bon, à la fin du film, il va le Je vais le tuer. tuer. Hein. Sauf que là, il le tue dans la seconde d'après, en une pichenette. Et là, tu dis, ah ouais, ok, d'accord. Et voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui font, effectivement, il y a une scène de bagnole qui tombe dans une piscine, tout. C'est un film. C'est vraiment un super film, quoi. Qui est à Alors ça, revoir c'est- si vous avez aimé la C'est série. un script de Shane Black. Total, ouais, c'est vraiment son ouais, film. Et, ouais, c'est C'est ça vraiment n'a pas été un remanié, ça. scénario qui a été écrit pour. Après, ça a une sorte de dépression. Il a sorti tout le noir qu'il avait dans lui là-dedans. Tout le black. Tout le black, c'est ça. Bah, il s'appelle Shane Black, hein, il a pas fait exprès, mais bon, c'est C'est ça. peut-être des raisons. Ça, c'était de son Euh, autisme. Du coup, après, d'ailleurs, produit aussi par Joel Silver, je crois, hein, celui-là. Donc, après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les Station Hero? Ouais. Ouais. Il n'y avait pas Au revoir à jamais avant? Non, c'est Non, après. c'est après. Mais qui n'est pas produit par Joel Silver, la Section Hero. Oui. Ah bon? Je m'en sais. J'aurais cru. Mais alors, dans ce cas intéressant, avant de parler d'Action Hero, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, Shane Black remonte et devient quand même un scénariste un peu star, je pense. Et je pense que la Station Hero est peut-être le... Il n'y a pas un script de lui, c'est un script qu'il a retapé et il s'est embrouillé avec les scénaristes de base. C'est un petit peu une sale année pour lui parce que quand même Section Hero c'est quand même un gros plantage et en plus il fait un petit rôle dans Robocop 3 de son pote Fred Baker. Voilà. Robocop 3 est un très bon film. Ouais, je vous et- le conseille à et- tous. et il joue dedans. Je vous le conseille à tous. Le rôle d'un flic. Oui, c'est vrai. Mais alors, Bon, spécial. les Station Hero, c'est un peu, effectivement, bah là, il commence à avoir, je crois que... Non, c'est Au revoir à jamais qui est un des scénarios les plus... où il a acheté avec le... qui a été acheté, mais... Plein de gros ouf. des millions et des millions pour l'achat du scénario de Au revoir à jamais. Ouais. Je crois. Mais les Station Hero, c'est déjà pas mal. Ouais. Parce qu'il est à l'apogée, effectivement, c'est le plus gros film, je crois que c'est la Warner, c'est le plus gros film de la Warner de l'époque. C'est pas Warner. C'est pas la Warner, Non, c'est le plus gros film, Il a mais bossé. ça aurait pu. C'est le plus gros film de la Warner. C'est J'ai pas- bossé pourtant. c'est pas J'étais Warner. sûr que c'était la Warner, c'est qui? C'est pas Warner. Je sais plus, enfin c'est Sony mais c'était, je sais plus si c'est Columbia ou TriStar, c'est un des deux studios. Ah, peut-être. Oui, non mais si, je te le dis. Hein, Non, mais moi je connais rien au studio. Hein. Excusez-moi, la Warner, j'aurais filé un échec pour rien. Ah non. Mais Bah non, là où non. j'ai raison, c'est que c'était censé être le blockbuster qui défonce tout face à Jurassic Park. C'est ça. Et que Jurassic Park a défoncé le film. En même temps, Et c'était des un peu dinosaures, quoi, en Non, mais 93. C'est un peu symbolique que dinosaures. des dinosaures avec les premiers CGI vraiment Non, mais explosifs enterrent le film de Buddy Movie des années La 80. tragédie, c'est que le film est sorti. La première du film a eu lieu, je crois, pendant que Jurassic Park commençait quoi, démarrer. Et la Section Hero s'est fait laminer la tronche. Et pourtant, à l'époque, Puissance c'était 15, le quoi. film ne pouvait pas se bloquer. Donc c'est un film qui a coûté. Alors John McTiernan, on a oublié de le dire, c'est John McTiernan et c'est un très bon film de John McTiernan. C'est un film que j'adorais gamin. Ouais, et puis dedans, C'est un t'as film quand Anthony tu voyais Quinn, le- t'as Schwarzy. Quand tu voyais l'affiche, C'était une multi-franchise, hein, ouais, l'objectif. quand tu voyais l'affiche et que tu voyais le truc, tu t'étais en rêve quoi. Le gamin qui rentre dans un site. Donc l'histoire, si les gens n'ont pas vu le film, c'est un gamin qui, avec un ticket magique, rentre dans le film. 4e film qui voit en secret Ouais. d'une énorme franchise de films d'action avec en héros un personnage qui est en fait incarné par Arnold Schwarzenegger. Il rentre à l'intérieur du film, donc le fantasme ultime d'un gamin, Du gamin dans de- toutes ces du sagas gamin- de Rambo et du gamin compagnie, quoi. dont t'as l'âge à l'époque, en tout cas moi dont j'ai l'âge quand je vois le film sortir en VHS quoi. Et c'est le truc rêvé quoi. Et donc c'est un film méta, c'est vraiment un des grands films méta de l'époque. C'est un peu la Rose pour Blucher chez les films d'action. Et Ah, parce qu'après les tracks, il revient dans la réalité, ouais, du coup. il y a deux parties et donc J'aime bien quand il tire dans la voiture et pourquoi ça explose pas? voilà, et donc tout le film joue sur l'idée qu'on est à l'intérieur d'un film. Alors il y a une opposition en plus. McTiernan a quasiment écrit les scénarios qui se passent que à Los Angeles, à part Au revoir à jamais un peu différent. Et en tout cas, celui-là évidemment est totalement séparé puisque il y a New York qui représente la réalité. Ouais. Et le Los Angeles, c'est le rêve, c'est Hollywood, etc. Donc Et là, on est New York c'est crade, Los C'est Angeles dégueulasse. c'est propre nickel. c'est Alors pas je pense nickel, qu'aujourd'hui que ce des serait, mannequins. ce serait l'inverse. Hein. Et, donc et tout l'idée, c'est aussi que ce gamin qui va devenir le buddy movie, il va devenir le pote C'est ça. qui va devenir le coéquipier. Encore l'enfant. Voilà, et là c'est un enfant, donc là c'est double référence.
Et là, on commence le road trip. Ouais. C'est-à-dire que c'est ce qu'il va faire après, non, on ne Oui. verra jamais. Et ce qui est drôle, c'est que il dit, mais ça, c'est pas possible. Enfin, il essaye de convaincre Arnold Schwarzenegger que c'est un personnage de fiction. C'est ça. Et que tout ça est faux. Il dit c'est pas possible, tout le monde est beau gosse, c'est impossible que tout le monde soit beau gosse comme ça. Il croit à Charleston. Et il y a le fameux flic qui s'appelle Moustache qui est un personnage de dessin animé. Mais il dit mais tu peux pas. Mais ça, c'est pas logique ça. Un Théocupier est un personnage de dessin Ça c'est animé. couillon parce que même dans le film dans lequel il est, c'est pas logique. Pourquoi t'aurais un chat dessin Ça va animé, parce que ça va loin. Il y a Charleston qui fait voilà. l'apparition. Oui, d'accord. Mais... Puis à un moment donné, il y a T-1000 aussi. Hein. t'as aussi le chef de oui, il y a De Schwarzenegger. de Schwarzenegger qui est le cliché total du flic qui gueule et qui donne un badge à l'enfant quoi. Il dit mais c'est pas possible, je suis un gamin, j'ai 14 ans, je peux pas être flic quoi, genre, ça n'a aucun sens. Et tout ça est super bien joué là-dessus. Et ça c'est la première partie qui est à mourir de rire et qui est très drôle. Génial. Et la deuxième partie, et il y a une partie où il repart dans la réalité. Ouais. Et où t'as le personnage de Schwarzy qui sort. C'est peut-être le meilleur rôle de Schwarzy, je crois. Ouais, mais meilleur. Enfin, en tout cas, où il est le plus subtil, entre guillemets. Où Schwarzy arrive dans la réalité et du coup se rend compte que c'est un personnage de fiction. Bah, du coup, Et il qu'il doit est, jouer sur les deux tableaux. voilà. Le super-héros, enfin la star hollywoodienne, et puis l'humain, quoi. Et là, il pète une vitre et il se blesse. Ce que Voilà. tu retrouves d'ailleurs dans Nice Guys quand il pète une vitre. Exactement. Et il dit, mais pourquoi ça fait mal, effectivement, là Et d'ailleurs, lui qui le voyait comme un héros, le jeune garçon, une fois qu'il est dans la réalité, il lui dit, non, mais il faut que tu Conforme à ce qui se passe quoi. C'est ça. Et c'est un film qui est vraiment excellent quoi. Et en plus c'est quand même un film très osé puisque dans l'histoire le personnage de Schwarzy a perdu son enfant en fait, qui a été tué par le grand méchant de la franchise. Et un truc qui est censé être un moment de scénario de film dans le film devient en fait l'élément principal de l'histoire et de la fin en fait. Où là d'un coup ça devient vraiment le père de substitution et ça devient assez bizarre. Enfin, le film Ouais, il y a une espèce de mise en abîme qui devient très très profonde et à un moment tu dis waouh, ça va très loin. le personnage de l'éventoire me terrorisait, ce personnage-là. Le tueur au toit, ciré jaune, là. ça me terrorisait quoi, ce personnage-là. Tu es vraiment un gosse, quoi. Mais il y a des figures de flip dans ce film, comme t'as Ian McKellen qui arrive, qui joue le rôle de la mort, Ouais. qui s'échappe du 7ème saut de C'est Bergman, ça. mais t'es flippé, tu vois, cette figure noire qui débarque en silence dans ce cinéma vide, et tu flippes quoi. Mais j'aimerais bien savoir quelles sont les composantes, parce que c'était... Qu'est-ce que Mike Tiernan a fait, Qu'est-ce que Shane Black a fait, qu'est-ce que Zach Penn a fait, enfin c'est un gros... Et pourtant il y a des passages où tu reconnais Shane Black à fond, tu dis c'est lui... Ah, il y a des trucs totalement grotesques, moi j'ai encore du mal à voir maintenant, c'est la scène où il doit aller tuer un mec, alors je sais pas en VF qui s'appelle Prout ou un truc. Léo Zoprout, toi. Léo Zoprout. Et tout qui va être qu'il y a une bombe dans le corps de Léo Zoprout, Ouais. donc il y a une bombe qui va péter, une bombe de Prout va péter. Mais c'est juste ça quoi, et tu dis mais c'est d'une vulgarité, tu dis les mecs, ils vont très loin. Et d'ailleurs ça se termine avec une scène où il y a même une grand-mère qui sort un flingue, tout le monde sort un flingue. Il y a une scène où il y a une grand-mère qui sort un flingue, tout le monde sort son flingue pour aller buter Schwarzy. Et d'ailleurs, le personnage, le corps tombe dans une phase de zoo avec des faux dinosaures. Ah ouais, c'est l'ironie. Et c'est la grosse vanne, ça je me dis ça c'est Shane Black. C'est l'ironie de savoir qu'ils sortaient en même temps que Jurassic Park. Mais et c'était l'idée de dire il pouvait pas le savoir. on va baiser. Non, Mais je il pouvait pas- crois. je Moi j'avais lu pouvait qu'il pas le savait. savoir. Moi j'avais lu qu'il savait que Jurassic Park sortait au même moment. Ouais, mais il pouvait pas le savoir. Mais si, c'était de la concurrence entre blockbusters. Je sais pas. Ah moi je voyais ça comme ça. Hein. Ouais, je suis pas sûr. Je Ah sais pas. moi j'ai vu ça comme une grosse vanne. Bah, en tout cas, c'est l'ironie, elle est là quand même. Hein. Moi je voyais ça comme une vanne de on explose un dinosaure parce que on va exploser les dinosaures de Spielberg. C'est cohérent. Après, Ça semble effectivement, une post-prod, je pense, de Jurassic Park est beaucoup plus longue qu'une post-prod. C'est ça. Donc, Oui, il mais a bon, pu l'anticiper. les dates sont quand même annoncées en avance. Oui, non, c'est pour ça qu'il tout à il l'époque. a en pu plus. l'anticiper. Mais ouais, c'est un film du coup qui a été un énorme four à l'époque. C'est très dommage parce que c'est vraiment un très beau film. Bon, c'est Mike Tiernan, donc c'est super bien réalisé. Enfin, on oublie de dire que bah, voilà, c'est quand même un chef-d'œuvre. Surtout en plus l'opposition réalité-fiction fait que le mec s'amuse lui-même de son style et c'est assez top. Hein. C'est un film qui est assez marquant. Bon, il y a aussi le moment où Schwarzy joue à Shakespeare. Alors ça pareil, est-ce que c'est Shane Black ou pas? Parce que le mec rêve que Il fait Hamlet. qui joue Hamlet. Être ou ne pas être, telle est la question. C'est Il mourir dit, ou... ne pas être. Ne pas être. Et il fait tout péter. Et tu dis, enfin voilà, c'est un film que moi je l'ai vu 500 fois, je le connais par cœur. Pour moi, c'est un super film. Et donc ensuite, ça va être. Donc, c'est quand même le premier très gros échec de Shane Black qui
on pense que ça va peu Ouais, le tuer. mais c'est global, quoi. Voilà. C'est pas vraiment lui, quoi. Lui, c'était vraiment. Enfin, c'est qu'un. Mais il est un rouage, lui, C'est terrible pour Schwarzenegger, c'est le seul film qu'il a produit d'ailleurs. C'est terrible pour McTiernan. Ouais, pour Enfin, McTiernan, c'est terrible pour tout le monde, surtout pour les producteurs qui visaient genre la multi-franchise et tout. Ça a été mais c'est pour tout le monde. Limite, Shane Black, c'est rien, quoi. Hein, je veux dire. Et du coup, Shane Black va un peu il va vois. rebondir, enfin il pense qu'il va rebondir avec Au revoir à jamais. Bon, à ce moment-là, Shane Black doit écrire pas mal de scénarios, il a plein de pitchs, il a plein de projets, etc. Ce qui sort surtout, c'est Au revoir à jamais. Et Au revoir à jamais, quand il est sorti, tout le monde en parlait. Ouais. C'était le film. C'était le truc à voir. Moi, c'est un film que j'ai vu pareil 55 fois en VHS, j'avais chez moi et tout, je l'ai vu beaucoup de fois. Moi, c'était une fois, hein, parce que ça suffisait, je pense. Ouais, Vidéo Club, j'ai regardé je l'ai ça vu, et j'ai déchanté. J'ai dit pourquoi il y a autant d'enfants. J'ai vu beaucoup de fois, j'avoue. C'est le. Comment dire, c'est le cliché même du film d'action des années 90, comme tu peux le regarder. Ouais, mais réalisé avec. Rémi Harlin, qui était déjà en pente. Par Rémi Harlin qui a réalisé le deuxième Die Hard, que j'aime bien. Et plein d'autres films que on va pas tous citer, mais vu qu'il avait des films, voilà. C'est un réalisateur plutôt de série B finalement, enfin qui a très très vite parti dans la série B. Au revoir à jamais, oui même Zen. Au revoir à jamais, c'est un peu son film préféré. C'est normal, c'est un peu le film où il a vu le meilleur scénario. Qui était quand même un truc assez casse-gueule parce que il sortait d'un film qui était L'île aux pirates avec Gina Davis, qui a été un échec. Qui est le film qui a fait planter la Carolco. La Carolco, ouais. Gros film de pirates et tout. Donc du coup, tu dis, ok, Rémi Harlin refait un film avec Gina Davis. Donc ils étaient mariés en plus. Donc tu dis bon. Ah, ils étaient mariés. Ouais, d'accord. Et tu dis, ok, faisons-le. Et ça a été un plantage. Ouais, et Au revoir à jamais a été écrit par Shane Black, c'est un de ses scénarios qu'il a vendu le plus cher. Donc il a bien réussi son coup sur le coup. Après, il y a un peu tout ce qu'il y a de Shane Black. Et un truc en plus, c'est que là, c'est un rôle féminin. Oui. C'est héroïne, et c'est un film post-Nikita aussi. Oui, c'est parce que là, on est dans l'espionnage, on n'est plus dans Il y a Nikita qui est sorti. Les gens ne comprennent pas l'influence énorme qu'a eu Nikita sur les films d'action des années 90. Aux États-Unis. Plus que Léon, quoi. 10 fois plus sûr. que Léon. Nikita, c'est devenu un archétype du personnage féminin d'action qu'on voit encore maintenant. C'est sûrement le film de Luc Besson le plus influençable. C'était le premier tourné en anglais. Non, pas le premier, mais il était tourné en anglais et je pense c'était super pour les Américains. Il n'était pas tourné en anglais, et en français. Ah bon? Je crois qu'il était tourné en français. Oui, il est en français, je te jure. Après, ils ont fait un remake. Ils ont fait un remake. Le film est. Je confonds avec le remake, moi. Comme un début. Ils ont fait La Femme Nikita. Nom de code mineur. La Femme Nikita, c'était le Besson. C'est la honte, quoi. Mais c'était peut-être très bien. Ah non, c'est pas bien. C'était avec Bridget Fonda, je crois. Et en tout cas, voilà. Lui-même le cite d'ailleurs quand il écrit ça, même si je crois que c'est une idée qu'il avait eu un peu au départ. Donc on est un peu tous les clichés des années 90, du film d'action qu'on va avoir dans les années 90, et un peu une ressuscité de Shane Black. C'est étonnant parce que La Femme guerrière, je veux dire, c'était pas nouveau, même avec Nikita. Oui, mais en tout cas, Shane Black ne l'avait jamais fait, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, il fait une sorte de buddy movie quand même, parce que Samuel Jackson joue un détective qui enquête, parce que c'est une fille qui a perdu sa mémoire, qui a été retrouvée sur une plage, elle a eu un enfant, et puis elle va se rendre compte qu'en fait c'est une tueuse super puissante, et puis voilà c'est ça l'histoire. C'est un pitch quand même assez classique, mais assez novateur quand on regarde aujourd'hui, parce que c'était quand même 6 ans avant Kill Bill quand même. Ou même Jason Bourne, c'est Jason Bourne en féminin en fait, avec Samuel Jackson qui fait des vannes. Ah bah ça de façon. Plutôt marrant. Non, mais en fait, le duo il marche bien, c'est super sympa. Bah, ils sont sexy tous les deux. Toi, c'est cool, oui, effectivement. Et tu sais, quand elle veut coucher avec lui, tu te dis, ouais, ça va être sa scène sulfureuse, mais non, en fait. Parce que c'est des buddy movies, parce que justement ils sont censés être en couple. Ouais, enfin non, c'est justement pas un couple. Oui, justement, c'est pas un couple, c'est un couple de potes, c'est vraiment le. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, dans ces deux persos, en fait, il y en a un troisième qui se greffe. Donc la première personnalité de oui, le film est quasiment en deux parties. Il y a Gina Davis, elle est brune, très féminine, c'est la maman au foyer, c'est la MILF, c'est un peu c'est la fille sexy, maman et tout.
Et puis il y a la deuxième partie où ça devient une tueuse, où là elle se coupe les cheveux, elle est blonde peroxydée. Elle prend une douche chaude. Mais toi, ouais, elle est ça surmaquillée. colle, là. Shane Black aurait carrément pu faire juste un buddy movie avec un personnage, tu vois, et puis le faire jouer en façon schizophrénie, faire jouer. Il y a des scènes assez marrantes où les mecs qui sont devenus très très kitsch, où elle se regarde dans le miroir. Et moi à l'époque ça m'avait marqué, quoi. C'est une scène où elle sort le couteau parce qu'elle trouve un couteau dans sa valise. Puis elle joue avec, et à un moment elle se baisse et il y a son double, blonde peroxydée, qui la regarde avec un couteau dans le miroir. Et une fois qu'elle se relève, elle sort du miroir et elle lui coupe la gorge. Parce que je suis la subtilité de Rémi Harlin. Oui, bah. Rémi Harlin, c'est qui est un grand homme. Je crois qu'il a quand même dit que ça avait été quand même vachement remanié. Enfin, il dit que ça a été quand même vachement. Enfin, Shane Black dit toujours que ça a été remanié. Déjà, Samuel Jackson devait mourir à la fin. Ils ont rechangé la fin après les productions tests catastrophiques du film. Cette donc, fin, voilà. elle est chaotique, c'est-à-dire que c'est la fin qui pose problème de exactement. Enfin, tu sais pas où tu es, la structure, en fait, la connexion entre les personnages, elle est complètement incohérente. Le gamin qui va dans le véhicule et tout, enfin, c'est con. Je me souviens d'une esthétique un peu froide aussi qui était inhabituelle justement pour les films de Black qui sont toujours assez chauds, qui sont toujours très chaleureux. Mais ça, tu vois, c'est assez intéressant. Puis elle est très violente, très marquante aussi. Je pense que Genesis fait beaucoup pour l'intérêt du film. Je trouve que c'est beaucoup moins fun qu'un L'Arme Fatale ou. Non, c'est pas fun, c'est sombre, voilà, c'est lourd. Oui, non, mais c'est long, c'est un truc très long. Ils ont 2 heures. C'est assez long, mais c'est parce que c'est mal rythmé. Les plans ils te font pas puis, fantasmer alors que t'as du fun en bas. La fin est ridicule puisque vous vous retrouvez avec Genesis qui est redevenue brune. Non, elle est rousse maintenant. À la fin, elle est rousse. Elle a fait blonde, rousse. Et qui fait des câlins à des chèvres avec son petit copain. Donc c'est la petite maison dans la prairie. Cette scène, j'avais envie d'exploser ma télé. Horrible. Mais voilà, ça c'est clairement pas Shane Black. En fait, il y a eu des productions tests catastrophiques. Elle devait devenir quoi, elle? Je sais pas, mais en tout cas, je sais que Samuel Jackson devait mourir. Parce que lui, c'est pas tant le problème, c'est elle. En fait, si, parce que tu vois que la scène elle est coupée. Tu peux pas revenir à l'état statu quo. Samuel Jackson, il est criblé de balles. Il a pris une bagnole pour aller les sauver tous. Et à la fin, il est en train de chialer en lui disant il faut que tu t'en ailles et tout. Donc tu dis le mec, il est en train de crever. Et à ce moment-là, il faut une coupe de merde. Et là, t'as Gina Davis qui est au téléphone. Elle dit est-ce que vous pouvez demander à Samuel Jackson d'aller sur CNN faire le kéké. Et tu dis mais quel est le délire? Et donc ça a été coupé. À partir du moment où Jackson est dans la voiture et il sort du truc et il explose tout, je pense que c'est. Je pense qu'il y a toujours le. C'est le genre de Deus Ex Machina complètement stupide. Non mais c'est toujours le côté on amorce des franchises potentielles, donc on va pas tuer le truc dans l'œuf. Donc il faut que les deux persos survivent. Je crois que le perso de Samuel Jackson était vraiment très gêné les gens aussi. Tu vois qu'ils survivent pas, c'est la finalité, ça. C'est pas ça qui me choque. C'est comme pour True Romance quand Tony Scott il dit ouais moi j'aimerais qu'il vive ce petit gars, enfin je les aime bien tous les deux et tout, alors que Tarantino il voulait pas. C'est pas ok à la rigueur, c'est très maladroit, mais rien que cette séquence finale, l'action, je la trouve extrêmement bizarre en fait. J'arrivais pas à suivre les personnages, puis le rythme passé de l'un à l'autre était très mal foutu. Tu sais à quoi ça me fait penser dans une moindre mesure? À la fin de Die Hard 3, la fin genre retournée qui a rien à voir avec le reste du film, tu sais. Tu remplaces un truc sombre par un truc un peu spectaculaire mais pas très cohérent. Oui, mais voilà, il faut que ça soit spectaculaire. Alors écoutez, attendez, les gens ont pas payé pour ça. Alors, c'est marrant parce que c'est une espèce de référence à des attentats qu'il y aura après, parce qu'à un moment il parle vraiment des attentats du World Trade Center, les premiers attentats qu'il y a eu. Et il dit, et le mec dit, le mec du gouvernement dit, on va faire un deuxième attentat, on va prendre un type qu'on a tué pour le faire passer pour un terroriste, et à un moment il dit, on va blâmer l'Orient. C'est très bizarre quoi. Tu vois ça maintenant, tu dis c'est chelou leur truc. Et effectivement, moi j'aime bien quand ça pète dans tous les coins parce que t'as les camions qui tombent, t'as les bagnoles. C'est vrai que c'est impressionnant et ça n'a pas de sens par rapport au petit truc qu'est le film quoi. Et il est là, effectivement, t'as une vanne où t'as la petite fille qui dit évite les voitures et t'as Samuel Jackson qui regarde et fait oui, ok, t'as les bagnoles qui tombent. Bon. Mais c'est vrai qu'on commence à être dans le what the fuck des films d'action. La connexion entre le super vilain et elle. Tu te dis que ça pourrait créer quelque chose d'intense, tu sais, les deux personnages sont super forts, ils devraient être connectés par leur capacité, surtout leur passé, parce qu'ils ont un passé commun. Et finalement, c'est juste t'es les méchants, je te tue, ou t'es les gentils, je vais essayer de te tuer. Encore une fois, tu sens qu'il n'y a aucune passion. Ils mettent tout sur le duo de gentils, entre guillemets, mais pas sur l'interaction éventuelle avec un méchant. Sauf que là, t'as un méchant qui aurait pu au moins
avoir au moins autant d'ampleur que les héros. Parce qu'il a de l'emprise sur le passé de la meuf, C'est donc ça. normal. Mais c'est des occasions manquées qui, à mon avis, devaient être là dans l'écriture, mais que Rémi Harlin étant ce qu'il est. Oui, mais est-ce que Shane Black il était pas aussi en mode Mais c'est possible. commandé C'est et possible. de Mais dire, c'est possible. ouais, hein. les scénarios. C'est possible. Parce hein. qu'à l'époque, ils vendaient les scénarios à 1 million, donc peut-être qu'ils se foutaient pas Ouais, trop la cheville non plus. je hein. pense que les mecs vont dire bah, c'est Euh, mon nom, les gens vont acheter quand même. Oui, voilà, il y a aussi ça. Moi, j'aimerais bien un jour revoir Shane Black travailler un personnage féminin comme il le travaille là. Parce que mine de rien, ce type de personnage, il ne l'a jamais refait. Ah bah si. Bah, T'as une Gwyneth Paltrow Ah oui, qui, Gwyneth Paltrow, un petit peu. qui explose un peu quoi. Donc bon. Bon, on va passer à la suite. Moi, je trouve pas ce film dégueulasse. Hein. C'est nos meilleurs de Rémi Harlin, ça c'est sûr. Voilà, après, vous prenez. Ah non, je préfère largement 58 minutes pour vivre. c'est Ouais, sûr. moi aussi. Ah, je préfère celui-là. Moi, je préfère dire, je préfère Driven. moi. C'est n'importe quoi. Donc là, ensuite, période. C'est Traversée du traversée désert du totale. désert. Le mec a été, mais. Ostracisé. Voilà, il avait. Plus personne ne savait qui c'était. Il y avait même, je crois que c'est Stéphane Moïsaki qui raconte ça dans le podcast Nos Ciné, salut, qu'il devait aller voter une fois à l'Académie des Oscars, vu qu'il est scénariste, il est autorisé à voter, quoi, il peut faire partie du panel des voteurs, et ils ont dit non, tu peux pas voter parce que t'as pas écrit assez de trucs dans ta carrière. D'accord. Oui, mais je pense que oui, il y a eu une espèce de. Ouais, il y a eu un retour. Alors, est-ce que c'est aussi lui qui s'est un peu autodétruit, qui savait plus où il était? En tout cas, il a mis beaucoup de temps à revenir. Il revient avec Kiss Kiss Bang Bang en tant que réalisateur. Donc là, c'est un peu la Et qui résurrection a du quand mec, même quoi. Robert Downey Jr. qui avait aussi à peu près le même parcours, qui est une sorte Oui, exactement. grande C'est un bite. peu, et Val Kilmer qui lui est resté. Val Kilmer, en On va le fait, mettre dans le désert. il a jamais Mais- eu vraiment de fulgurance, ce mec. Il a toujours été là. Non, Man Forever. Ouais, mais Ouais, mais Et bon. c'est des c'est des petits mots. pics, mais il a jamais eu de hype où il est resté pendant 10 ans devant. C'est ça. Non, C'est c'est- t'avais- il était t'avais- tout le temps. Ouais, ouais. Voilà, c'est dans Hit, voilà, c'est le troisième nom. C'est à chaque fois le troisième. Voilà, mais t'as jamais eu de film où t'avais 3 fois Val Kilmer en tête d'affiche, quoi. Mais, Il était là. Tu vas le voir dans le prochain Terrence Malick, il va être là en fond. Ouais, voilà, c'est- c'est ça, c'est ça. Bref, Enfin. en tout cas, c'était quand même les trois qui étaient dans le désert en même temps, quoi, là, sur le coup. Et du coup, ils font un film ensemble. Et effectivement, Val Kilmer, il est resté dans le désert, mais les deux autres sont un peu revenus. Et il y avait un autre truc, pardon, je te coupe, et l'actrice qui joue dans le film, Michelle Michelle Monaghan, elle, la pauvre, elle a été coupée systématiquement de presque tous les films dans lesquels elle jouait. Voilà. Donc c'est un film de gens chanceux, quoi. Et c'est marrant parce que du coup, Kiss Kiss Bang Bang, bah, c'est un peu ça le film. C'est sur des losers. Ouais. C'est un film hommage au pulp aussi. On dirait plutôt un film un bouquin d'Elmore Leonard. Ouais, Franchement, ouais. on dirait un pitch que tu pourrais voir dans un de ses bouquins. Puisqu'on suit donc Robert Jr. joue un voleur qui vole des. En plus, il vole dans un Toys R Us, un truc comme ça, pour des cadeaux qu'il doit donner à ses nièces ou à ses neveux. Et il y a des flics qui arrivent, du coup il s'échappe et du coup il se retrouve par hasard dans un casting pour un film et du coup il fait style qu'il y passe pour pas se faire choper par les flics et il chope le rôle. Et du coup il est envoyé à Los Angeles pour travailler son rôle de flic ou de détective, je sais plus. Et du coup il rencontre un mec, Val Kilmer, Gay Paris. qui s'appelle Gay Paris, qui est donc un détective gay et qui lui apprend un peu le système hollywoodien et comment on enquête. Et là il va rentrer dans une enquête et retrouver son amour d'enfance en fait qu'il a jamais pu consumer parce que C'est ça. c'était un geek introverti, qui est Michelle Monaghan, qui elle est une actrice Qui essaie de se faire qui son essaie de trou, se faire quoi. un trou. Et en fait c'est surtout une fille qui en fait voulait absolument aller à Los Angeles parce qu'elle pensait que son papa était l'écrivain d'une série de pulp, de romans pulp, c'est vrai. et en fait pas du tout. Non, Et donc c'est un film que sur des désillusions et sur des gros losers qui n'y arrivent pas. Ah, mais c'est- Et alors le film, alors ça c'est le pitch de base, mais déjà t'es mort de rire quand tu vois le film, mais le film est raconté avec une voix off un peu à 100 à l'heure Ah, de non, Robert Downey Jr. non, qui arrête, rembobine, c'est revient ça. au Ah début. non, c'est lourd, ça. C'est Ouais. comme le pont du Cuisto dans Thor Rouge. Voilà, il fait des Ce film, références. c'est une sorte de gros bonbon. C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est Shane Black qui est complètement en roue libre en fait. Je me suis dit que c'était peut-être chez le mec qui s'est dit ok j'ai peut-être l'occasion une fois de faire Ouais, exactement. un film. Mhm. Je vais tout Qui mettre me dedans, correspond quoi. Ouais, entièrement. Je vais faire un film outrancier s'il le faut, mais là je mets tout. Du coup c'est un film qui est à mourir de rire. Enfin moi il y a des trucs qui me Celui-là, il avait marché, non? Bah, il a Il sa est- vie. c'est devenu culte. Très Notoriété, rapidement. notoriété, des festivals, mais tout voilà. ça. C'était passé à Deauville, je crois, festival de film policier de Deauville. Moi je l'avais vu dans une petite salle, mais Quand il chope le c'est mec au début, effectivement, là, qui est bien en robot, là, je sais plus ce qui se passe, il prend en photo, il tombe dans le Ouais, c'est ça, il y a un cadavre, il est en train de pisser et il pisse sur le cadavre. Est-ce qu'il se tourne? Et du coup, il Mais ça, Et ça, tu le revois dans c'est The ça. Nice Guy aussi. Oui, quoi. exactement. Et ça m'a fait hurler d'ailleurs. J'étais par terre dans la salle. Surtout ce qui est drôle, c'est qu'après il appelle Val Kilmer et il dit j'ai un cadavre dans ma salle de bain. Il dit bah c'est pas grave.
grave, appelle les flics. Il dit mais je peux pas. Il dit pourquoi? Il dit mais et j'ai un problème parce que si on a uriné sur le cadavre, est-ce qu'ils peuvent trouver notre ADN? Et t'as quelqu'un qui dit mais pourquoi t'as uriné sur le cadavre? Et ça commence à d'ailleurs c'est ce qu'il raconte dans l'article sur les différentes méthodes qu'il utilise. Il y a un des points où il parle de comment dire. Alors attends, je vais vous retrouver le nom. Il dit revers singe. Donc moi on peut traduire ça par les revers de fortune. Et il dit en fait, il raconte une histoire. Il dit voilà, imaginez une histoire où un mec dit il y a un type il a sauté d'un avion. Et le mec dit ah merde il est mort. Non, il avait un parachute. Ok, mais le parachute il s'ouvrait pas. Ah merde pourquoi? Mais il avait un deuxième parachute. Ouais mais quand il a eu le parachute en fait il est tombé sur... Et il dit en fait c'est de l'escalade. Il y a toujours des revers de fortune. Et il dit un héros doit toujours avoir des revers de fortune. Et c'est exactement ce qu'il fait surtout à partir de quand même de, je trouve, de Kiss Kiss Bang Bang et qu'il va avoir dans les films qu'il va faire après. C'est une espèce d'escalade de moments où putain le mec il pisse sur un cadavre parce qu'il a pas fait exprès. Mais après il doit rien expliquer, il va devoir le cacher. Et au fur et à mesure il arrive à un moment donné où les quiproquos sont pas possibles. Je crois qu'il y a une scène aussi où il tombe d'un pont, il y a un flingue qui lui tombe carrément des mains et tout. Film assez hallucinant. Et où il y a peut-être aussi une histoire d'amour est vraiment intéressante entre Robert Downey Jr. et lui. Il y a un côté un peu déchirant. Michel Monaghan, il y a cette scène touchant. Il y a une scène où elle est bourrée et il la voit se dessaper et genre lui il a mal à faire et tout mais il peut rien faire quoi. Et ce qui est génial c'est que c'est le seul mec du lycée qui ne se l'est pas fait. C'est ça, oui c'est ça. Parce que hormis un de ses potes qui dit avec qui j'ai jamais fait avec elle. Il dit mais il l'a jamais fait avec elle. Et lui il dit ah mais je le connais en fait et en fait après il apprend aussi qu'elle s'est aussi tapée. Et il y a que des échelonnements comme ça. Si vous regardez bien, le duo il devient un trio à partir de ce film-là. Dans Iron Man aussi et dans surtout à chaque fois il y a une femme qui arrive. Elle a un rôle très important. Et puis même dans l'action à la fin, elle est purement incluse dans l'action. Il y a un autre côté assez triste parce qu'il y a quand même un côté un peu nostalgique dans le film. Et quand il y a toute une scène où on comprend qu'en fait elle s'est fait avoir parce qu'elle pensait que son père vraiment était un écrivain. Et du coup tu vois un flashback où petite elle essaye jeune elle essaye de le retrouver. Je crois le mec est dégueulasse, essaye de la choper. Non mais il y a une scène par exemple qui est très drôle aussi où quand il la retrouve pour la première fois, il la retrouve avec une amie qui lui fait toujours qui essaye de l'écarter, une amie de la meuf qui veut se faire. Et donc tout le film, tu filmes la soirée où ils discutent ensemble, ils rigolent, etc. Et à la fin, t'as la plan où le mec se réveille le lendemain matin à poil avec une fille et il se tourne et c'est la copine qui détestait. Et il y a que des trucs comme ça, mais des surprises du coup. Ouais, c'est ça. Mais c'est un film qui est excellent. Enfin, c'est vraiment un film culte que tu peux revoir 10 fois. Il est pas long en plus. Ah, il est pas long, mais tu sens quand même que le rythme. En fait, non, je trouve qu'il y a tellement de choses qu'au bout d'un moment. Je sais pas, à 1 heure du film, le rythme il commence à t'essouffler. Ouais, bien sûr. Oui, puis il y a quelques passages un peu plus sombres. Je l'ai vu 3 fois. Ouais, 3 fois j'ai ressenti ce moment à chaque fois où bon, faut que ça repart. Et du coup, c'est parce que en fait, il a effectivement tout mis, c'est-à-dire que les dents de scie là cette fois elles sont très rapprochées, ça arrête pas. Et il y a quand même plus un sens de l'absurde que peut-être qu'il ne pouvait pas aller aussi loin quand il écrivait, mais quand en tant que réalisateur, il y va par exemple, c'est-à-dire la fin qui est en référence à Arme Fatale 2. Au meurtre quand il se prend les balles et il dit là Robert Downey Jr. ils disent ah bah il est mort forcément, je crois que c'est Val Kilmer qui se prend une balle, je sais plus, et en fait finalement il est pas mort et là il y a une voix qui dit attendez c'est ridicule, dans ce cas là on peut faire revenir tous les gens du film et là oui il y a tout le monde qui vient tous les mecs dans l'hôpital il y a tous les personnes et c'est Elvis qui revient à la fin et tout. C'est ça et là tu dis ok le mec là il va à fond. Mais limite il dit que son cinéma c'est une blague et ça fait référence au Nixon de Nice Guys. Oui. Il va dans la piscine, ouais. Ou peut-être tu dis, mais putain, mais c'est. De quoi Tu sais, quand t'as. Ryan Gosling, il tombe dans la piscine. Il tombe dans l'eau. Il voit Nixon. Et il voit Nixon, en fait. Ah oui, c'est vrai. Oh putain, Nixon, et puis en mode. Et là, t'es mort de même parce que le mec, c'est vrai que Gosling, c'est la blague du film d'ailleurs. À chaque fois, il tombe et il meurt jamais. Il arrive que des trucs. Mais c'est intéressant, ça m'a fait penser au film avec. Mark Wahlberg et le Buddy Movie. The Other Guys. Ouais, The Other Guys. Où dedans, tu as Samuel Jackson, justement, et son collègue. Avec The Rock. C'est The Rock, ouais. Qui sont tellement over the top qu'ils se croient invincibles, en fait. Et alors qu'ils crèvent comme une merde. Et ça m'a fait penser à ça. Je me dis, effectivement, les gars. C'est vraiment en référence. À Hollywood, le Buddy Movie, c'est des mecs qui sont increvables. C'est ça. Je pense que le réalisateur de The Other Guys est Mackay est un mec qui connaît un peu. Enfin, c'est un mec qui adore justement jouer avec les codes aussi, comme Shane Black, quoi. Et donc ouais justement, alors ensuite on va aller très vite, il voulait faire Arme Fatale 5, il n'a pas réussi. Non. Du coup il a eu encore un petit moment de trou finalement, et c'est Robert Downey Jr. qui depuis est devenu une star, ce qui est génial puisqu'au final le personnage qu'il fait dans Iron Man est plus ou moins inspiré finalement de ce qu'il fait avec déjà dans Bang Bang, c'était le mec il avait une grosse notoriété depuis Ali McGill.
Ouais, mais non, Ouais, mais il était justement, reparti en ça prison, en c'était la fait. phase où il Ouais, revenait là. ouais, mais je sais, mais en tant qu'acteur, tout le monde l'avait ultra kiffé dans les McGill. Entre autres, ouais. Bon, j'avoue que c'est peut-être Oui, aussi mais- la meilleure saison Oui, mais en fait, de cette série. alors pour dire, il était dans une saison d'Animal Bill et tout le monde a dit il revient, et puis il a été Gothica. chopé pour je sais plus quoi. Ouais, Il est je m'en reparti en rappelle. prison et du coup il a été viré de la série. C'est ça. Donc du coup il était reparti en. Et quand tu bas, vois quoi. que ce mec-là maintenant, Ah bah, c'est le la roi- superstar. c'est le roi d'Hollywood Kiss maintenant. Bang Bang est le film qui fait le Mais qui c'est vrai lui que permet de remonter en fait. ça a créé le perso. Ouais, ça a créé le perso Parce de que Iron Man. Quand tu le en vois avant dans Shortcut de Robert Altman, tu vois qu'il est un petit peu miné avec son t-shirt Ah ouais, rose et ouais. tout là. Tu dis waouh, c'est lui qui est devenu ce qu'il Ouais, ouais, est. ouais, C'est ouais, incroyable. Tu le vois pas dans. C'est vraiment ce Tout, personnage qu'il a tout le travaillé. côté irrévérencieux et comique de Tony Stark en fait. Et je pense on que le voit. mais ça vient je de pense lui, que hein. je pense que c'est ça qui. L'alchimie entre Ouais, les je deux pense en que c'est fait. les hein. deux peut-être. Mm. Et c'est ça qui fait qu'il va le chercher pour Iron Man 3. C'est bien. Parce que c'est Robert Jr. qui va le chercher pour Iron Man 3. Peut-être qu'il lui est gré de l'avoir aidé à remonter la pente, peut-être en cas d'avoir Peut-être que trouvé c'est son juste truc. des super potes de. Et ils sont plutôt potes, hein, je pense. De drogue et d'alcool et de prostituées autour des Et piscines. du hein, coup, j'en sais rien. du coup, il fait Iron Man 3. Il est mis sur Iron Man 3 alors que Shane Black n'a pas eu vraiment de succès, que Kiss Bang Bang n'a pas non plus super marché. Il y a les fans qui ont kiffé, mais c'est tout. C'est clair que c'est surprenant qu'un mec comme ça, plutôt auteur, même s'il a. Oui, et scénariste en plus, il Ouais. écrit, il réécrit il est pas tout seul, mais il écrit le. Que Drew Pierce, ouais. Ouais. Et là, il fait un film. Alors là, il y a débat. Il y a Ah des bah, gens là, qui c'est le aiment débat, film, et il y a qui c'est le détestent débat film. éternel. quoi. Moi, je pense que c'est honnêtement, je comprends que les gens de Marvel qui détestent, qui sont fans de Marvel, mais je pense que c'est peut-être un des meilleurs Marvel, et que c'est en fait une perversion de Marvel. En fait, t'as un peu envie de leur dire, fallait pas le donner à Shane Black, fallait un peu regarder ce qu'il faisait Alors- avant, parce qu'au final, tu dis, C'est ça. c'est une réflexion de Marvel, de Shane Black, sur les super-héros de Et les- maintenant, et les et sur fans. à quel point ils sont finalement. C'est une Ils ne réflexion valent même rien par rapport à ce que. sur l'accumulation en fait. Ouais. À la fin, moi j'ai trouvé que c'était encore une grosse blague à la fin quand il y a tous les robots qui arrivent, tu sais toutes les armures, ouais. les armures. Tu vois plus rien, c'est un gros bordel. C'est comme ce qu'on a en ce moment. On a tellement de films de super-héros que c'est un gros bordel. Et moi j'ai vraiment vu ça Moi, comme une satire Bah, de le troll cette accumulation. le troll du mandarin. C'est génial. Ouais, Alors, je trouve ça génial parce c'est- que non, alors ok, faut arrêter de jouer les geeks, etc. Ok, si t'es un geek, tu trouves ça dégueulasse, mais quand tu réfléchis déjà de la façon dont il en parle, il trouvait que le mandarin était un personnage ultra raciste et qu'il le détestait, il le dit. Donc Ouais. Au final, la façon dont il s'en moque, et C'est la une façon dont il femme. s'en moque, c'est du pur Shane Black. Et c'est peut-être une femme en plus. Ouais, en plus. Mais c'est du pur Shane Black, c'est-à-dire voir Ben Kingsley qui dit attends, j'ai chié. Je m'appelle J'ai chié un truc énorme. Et il dit ah non, en fait, je suis écossais. je m'appelle Trevor, je suis un acteur anglais raté. Voilà, bon. Ouais, j'étais mort de rire, je trouve ça génial. Après, je Et le film bascule là. Ouais, film le film d'un bascule coup. et tu dis ok, là il a perverti le. Mais c'est à partir de ce moment-là que ça devient Mais n'importe c'est quoi. c'est ce vraiment film, l'exemple du mec qui a réussi à pervertir le truc. Non mais. Pas totalement, puisque au final lui-même dit qu'il a eu des restrictions, Ah oui, mais quand même, par je contre crois c'est quand même tellement ils ont été souples hein, chez Marvel là pour Ouais. le coup. Non, hein. mais regarde, Ils ont tout pas ce qu'il regardé. a fait. Ils étaient avec Avengers, ils étaient là en train de compter les Ouais, billets. ouais, tu parles. Le traitement faire ça, absurde ok, de ok. Piper. Hein Le traitement absurde de. J'ai dit oui, Piper. c'est Pepper, dans- Pepper. De Pepper. Tout est bizarre. Comment ils détruisent la baraque. tout ça. Il est encore toujours en déconstruction avant Mais c'est ça. de créer vraiment le chemin le fer de lance. Donc j'arrive pas à le dire. L'action principale du héros, tu vois, pour se Mais relever. on à retrouve chaque quand même fois. des trucs, genre la destruction de la maison peut aussi faire référence à Fatal Fatal 2. 2. Oui, bien sûr. Effectivement, le garçon, tu penses le gamin qui va l'aider et tout. C'est ça. Tu penses à la Station Hero, tu dis bah, Fête de Noël. c'est le oui fête de Noël, c'est le Pareil, c'est- encore, elles sont deux du voilà, coup. mais c'est le jeune garçon qui fan du super héros. Donc là, il est en train de faire un méta. Il est en train, pour moi, je me dis mais c'est tu fais un triptyque, t'as Station Hero, Kiss Bang Bang et ce film-là. Enfin, c'est assez logique. Et presque. comme par hasard, c'est encore un film sombre. Parce que on se dit pareil, on va voir Iron Man 3, on va avoir le fun grave quoi, là, ça va être bling bling etc. Et en fait non, Tony Stark il est carrément dans la dèche, il est tout seul Il y a dans une grange. les accès de panique. C'est Ouais. bien de le mettre dans la dèche pour le. Et voilà, oui, Ces accès de panique sont super intéressants. en il plus. prend Iron Man, il en fait un personnage quasiment de Hardboy, quoi. Il essaye de le libérer, quoi. En plus, il le met face à son double parce qu'il met presque pas l'armure du film, il le met au début et un peu à la fin. Oui. Et on le voit souvent posé à côté de son armure, genre il la regarde comme ça. Mais c'est très drôle parce que du coup, effectivement, je vois bien Shane Black dire non, mais en fait, il a plein d'armures, pourquoi il ne sait pas quoi, ça sert à rien. Et c'est vrai que et la logique
du mec qui voit ça et qui dit non mais attendez, c'est un cas de sens. Et il lui dit mais je peux me faire opérer Oui, aussi. il dit, je peux Attends, me faire me faire opérer, je suis con. À la fin, il le retransforme en héros Hardboy de base. Il dit voilà, c'est un vrai héros, c'est un humain. Il n'a pas besoin de trous dans son cœur. Il a pas besoin d'armure, il a d'une armure de faux flingue qui fabrique un truc qui envoie des étincelles. Il n'a plus besoin de rien. Donc évidemment que les gens qui adorent Marvel, qui adorent les super-héros, ils voient ça, ils disent mais attendez, mais quand tu connais Shane Black, tu dis c'est quand même drôle comment il a amené. Moi aussi j'adore les super-héros, mais un film de super-héros écrit par Shane Black, je pouvais pas imaginer un truc plus moi plus j'étais quand même déconstruction, été surpris parce que je pensais vraiment qu'il allait être plus dans le moule comme Marvel. Bah comme quoi, tu vois. Et alors effectivement, je comprends les fans de Marvel, de l'engouement qu'ils ont pour Iron Man, de retrouver dans Avengers 2 et puis dans Captain America 3 le Iron Man Et ce qui est drôle, c'est que d'ailleurs des premiers films. Mais je suis déçu. Je veux dire, il était quand même profond dans le 3 et on le retrouve plus ce personnage. Tu pourrais enlever le 3 carrément tu vois comment ils assument pas. Alors que ça a été un succès monumental. Ils assument pas le 3. Ils assument pas le 3. Mais il leur a fait Cash Machine avant. Il est bête, hein. Oui, mais ils assument pas le 3 parce ils savent qu'il est détesté et du coup ils l'assument pas d'ailleurs dans le ils ont fait le court-métrage. Civil War. Dans le Civil War, ils ont fait le court-métrage d'une pour se justifier et le Civil War. Black, il trouve que c'est intéressant le court-métrage, mais il dit mais c'est dommage parce que ça casse carrément la grosse production qu'ils ont fait derrière. C'est ça. Et d'ailleurs même dans Civil War, il casse le truc parce que Civil War, t'as Robert Jean qui s'assoit, il dit oui, j'ai à un moment donné avec tous mes robots et tout, et en fait j'aurais jamais pu m'arrêter et tout. Et tu fais ok, mec, tu viens de nous casser toute l'intrigue et toute la résolution du 3 en 2 minutes parce que vous voulez continuer avec l'acteur quoi. Bon, bref, c'est dommage, mais c'est comme ça. Du coup, et ben après, c'est quand même, il a quand même réussi à faire, comme il a eu un énorme succès, bah, il est bankable. Et du coup, il a un peu plus de liberté. Et donc, c'est Nice Guys, qui sort maintenant, qui est quand même mis quand même très bonne critique, vachement bien en avant. À Cannes aussi. Et plus un projet Predators, The Predator, qui doit tourner juste après. Et puis donc reprendre la franchise Predator. Doc Savage. Et Doc Savage qui va ça, je veux voir faire. Ça. Évidemment. Donc là, le mec, ça y est, il a les coups des franges pour faire du pulp. Ça, c'est cool. Et donc, Nice Guys, un dernier mot sur Nice Guys pour terminer. C'est vachement bien, hein, allez-y. C'est pas forcément le chef-d'œuvre ultime, parce que je trouve qu'il y a des problèmes de rythme. C'est un peu long des fois, mais qu'est-ce que c'est génial de voir un bon film avec du cul, avec des scènes d'action. Ça jure de partout. Ça jure de partout, avec une bonne intrigue un peu incompréhensible des fois, avec des. Mais pareil, les intrigues, c'est limite l'intrigue. C'est ça. Qui devrait faire se connecter tous les personnages. C'est plus un MacGuffin finalement, tu te rends compte que c'est plus... on ira au bout d'un moment, mais nous on va déjà parler de nous. C'est quand même intéressant dans le sens où finalement elle évoque Détroit et justifie le fait que ça se passe dans les années 70, puisqu'au final c'est des mecs qui font la fête et qui se rendent pas compte que, parce que l'intrigue de la corruption concerne la ville de Détroit, même si ça se passe à Los Angeles, et que en fait tu es en train de subtilement le mec il est en train de t'évoquer la pire catastrophe industrielle des États-Unis quoi, en te disant les mecs ils sont en train de pas se rendre compte qu'ils sont en train de détruire un truc énorme quoi. Non mais et ça c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il revient encore sur Hollywood, c'est sur le marché du porno. C'est les années 70 donc et puis il n'y a pas le sida encore, il n'y a pas toutes ces peurs, donc tout le monde il se fait un plaisir qu'il ne pouvait pas faire avant. J'ai adoré donc les deux acteurs. Super duo. C'est un super duo. Et donc la fille de Ryan Gosling là-dedans, elle est monumentale. Et elle est extrêmement bien écrite. Elle est bien cette gamine. Là c'est vraiment, on est dans le trio quoi. Toi, elle devrait être dans l'affiche tellement elle est importante. Mais il y a un univers là qui vient de créer et qui peut développer sans problème. Et j'aime bien l'idée du personnage de Ryan Gosling qui lui pour le coup c'était un mec qui au final a son revers de fortune, mais au final il a un bol pas possible ce mec là. Et tu te rends compte qu'au début tu crois que c'est lui le boulet, alors que c'est lui qui a la clé de la réussite. C'est exactement le Robert Downey Jr. de Kiss Kiss Bang Bang. Oui, c'est ça. C'est les mecs qui ont un passé extrêmement dur, mais dans le film, tu dis oh putain, en fait à chaque fois il arrive dans des connexions improbables et ça fait rebondir. Pareil pour Riggs, il a un passé très difficile et finalement tu dis qu'il a quand même 2 chances. Il n'est pas responsable du changement dans l'Arme Fatale 2 parce qu'effectivement là, comme le personnage de Riggs, il a un drame familial qui lui arrive au début et qui est un drame absurde, totalement. Mais c'est génial parce que tu te rends compte qu'il a conscience de ça. Je pense qu'il sait qu'il joue avec les codes.
comme là, ils vont dans une maison, mais là c'est pas que la maison elle va exploser, c'est qu'elle a déjà explosé en fait. Et je me dis c'est fou, genre le mec il le sait. C'est vachement bien ça. Ce qui est intéressant dans le film, c'est aussi la légitimité de la profession, c'est-à-dire on a Russell Crowe qui a toutes les qualités du détective, mais qui n'en est pas un officiellement, et l'autre c'en est un de profession, mais c'est un branleur pas possible quoi. Mais c'est intéressant de faire la part des deux quoi. Enfin de voir les deux côtés. Et de les faire se connecter. Je trouve que c'est original, en fait, on l'a pas vu. Alors ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, c'est quoi, il y a détective et l'autre c'est enquêteur. Enquêteur. Ouais. S'il n'y avait pas une vanne par rapport aux classifications des films à Hollywood, parce qu'à un moment donné, Russell Crowe il bute tout le monde dans le film, et à la fin, c'est quand même la gamine qui arrive à le convaincre de pas tuer le méchant. Tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas un truc caché dans cette scène, parce que c'est pas qu'il y a un truc moral, parce que lui, c'est pas il y a une petite naïveté. Il s'appelle The Nice Guys, ils veulent faire du bien, et donc lui dit qui s'est senti. C'est intéressant d'ailleurs, cette intrigue, cette idée qui est assez simple, mais qui marche bien. Puis il y a ces délires encore. Moi, j'ai un truc qui parle aussi dans l'article où il évoque ça dans un point aussi, où il dit voilà, il faut toujours, il dit payoff quoi. Il dit setup payoff. Toujours. Ce qui veut dire installer. Tu amorces et tu résous quelque chose et puis le résoudre ou le. En fait, il dit les spectateurs adorent faire fonctionner leur cerveau, ce qui est déjà un truc que. T'as tous les producteurs américains qui disent bon, c'est pas vrai, c'est possible. Et donc avoir un élément que vous trouvez par exemple dans L'Arme Fatale 2, vous avez la graffeuse au tout début, et ben vous le retrouverez bien évidemment en cours de film. Là t'as le Nixon au début, le mec te raconte toute une vanne avec Nixon, tu dis mais pourquoi il nous parle de Nixon? Mais t'as le fait aussi que la fille dans la piscine qui voit Nixon, tout le monde rigole et se dit putain. Tout le monde se marre parce que tout le monde a compris le truc. Mais il citait justement. Pareil pour le fait de ne pas tuer, ça revient. Oui, le fait de ne pas tuer. Il citait dans son article justement un passage de volte-face avec Travolta qui au début montrait à sa fille comment ça d'un coup. Oui, exactement. L'air de rien, et ça revient à la fin du film. Et c'est Station Back qui le citait lui-même dans son article. Oui, exactement. Et c'est encore plus. C'est un bel exemple. Là, il y a une scène qui est très drôle où il a un moment, t'as Ryan Gosling qui s'endort. Il y a une scène avec une abeille qui déconne, et subtilement juste avant, tu vois Russell Crowe qui sort un flingue qu'il a accroché à sa cheville, et il l'enlève et il dit ouais j'ai un flingue, je mets toujours mon flingue à la cheville, et tu penses plus parce que en fait après t'as une abeille et tout, et du coup t'as oublié que ça c'était dans un rêve, et quand t'as Ryan Gosling qui saute sur sa cheville et qui dit ah putain mais il est où ton flingue, il dit mais j'ai pas de flingue, ah merde c'était dans mon rêve, tu fais c'est quand même super intelligent quoi, parce que du coup là, en tant que spectateur, tu te sens intelligent presque. Tu te sens qu'on prend pas pour un débile. Il y a un petit rappel, quoi, c'est ça. Ça te fait pas vraiment réfléchir, c'est juste ça te fait travailler ta mémoire. Tu sens qu'il l'a mis subtilement dans un truc où tu allais l'oublier pour te le rappeler après et te dire bien sûr. Ok, super. C'est important. Et ça, c'est excellent. Clairement, pour moi, c'est le meilleur de Black. Hein. C'est dedans. En plus, sa mise en scène, elle est magnifique. Elle est vraiment clean. Je préfère Kiss Bang Bang aussi. Ah non, je préfère largement celui-là. Parce qu'il est plus touchant en fait. Mais il n'a aucun problème de rythme. Moi, il est passé. Il y a Michel Monaghan en Maman Noël aussi. Il y a Michel Monaghan en Maman Noël. Oui, c'est vrai. C'est quand même. C'est vrai, c'est un bon point important. Mais enfin. Moi j'aime bien la gamine dans le dernier. Et quand vous regardez cette gamine, sans elle. La connexion entre les deux flics ne marche pas. Mais non, l'équilibre ne se fait pas en fait. Mais c'est surtout qu'en fait, par exemple, Russell Crowe, il est attiré par ce gars via elle. Il la voit dans le coffre, etc. Et il n'y a que comme ça que ça marche en fait. C'est assez nouveau pour la figure de Black. Il arrive à te remettre en estime deux acteurs que tu avais un peu tendance à... Et puis, que tu voyais plus trop d'un bon oeil. Russell Crowe, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu aussi bien et dans un film vraiment puissant. Et Ryan Gosling, c'est aussi sa hype a été très vite calmée avec les films de tout le monde pensait qu'à la fin que c'était quand même un peu une brique le mec émotionnel. Là il s'est quand même lâché. Mais il a pris deux mecs que tout le monde dit que c'est pas des grands acteurs. Quand même, si. Russell Crowe, il a eu des Oscars et tout, mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un mec bourru qui est pas capable de. Et les deux sont des mecs considérés comme des gens pas forcément. Russell Crowe, je sais pas s'il était toujours bankable ce mec. Juste moins. On a fait le tour là. Oui, on a fait le tour. On a fait le tour. The Nice Guys. C'est bon. The Nice Guys de Shane Black. On a fait toutes les 50 nuances de noir. C'est ça, 50 nuances de noir. C'est bien, c'est 50 nuances de black, c'est pas mal. Ouais, ça fera un beau titre.
Un bon titre. Bravo. Bon, en tout cas, on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez Allez, de voir The Shane Nice Black. Guy. Si vous avez d'autres thématiques que vous voulez qu'on évoque, d'autres scénaristes, pourquoi Putain, le mec, sa mise en scène pendant la soirée, elle est ouf quoi. Non, c'est bien, c'est chouette. Non, Le mec il balance des plans sur le dessus, après il te fait une immersion totale. Non, c'est carrément mieux qu'Kiss Kiss Bang Bang. Là, Philippe nous fait le cliché de la fin d'un film. Qui On pense repart. que le Qui repart. serial killer n'est pas mort. Et là, c'est un peu la même chose avec Philippe. Et là on fait tomber le portable. Et ah Ouais, à bientôt. Au Salut à revoir. tous les amis. Ciao. Bisous. Bisous, bisous, pan pan.